Poursuivons avec la présentation d'Emmanuelle Parent, qui est cofondatrice de la Fondation Le Ciel et également doctorante et chargée de cours en communication à l'Université de Montréal. Le titre de sa présentation, Liker, commenter ou partager, la manière dont les médias sociaux structurent le bien-être. Yes, merci Célia. Tout le monde voit bien la présentation? Super! Bien, je vais changer un peu déjà le titre direct en partant. Donc, c'est la manière dont les médias sociaux peuvent structurer notre bien-être. Mais comme aujourd'hui, on parle beaucoup de santé numérique puis des applications qui peuvent, disons, pallier à certaines faiblesses lorsqu'il est question de notre santé, bien, je vais faire beaucoup de parallèles avec des plateformes qui ont affaire à la santé aussi. On va voir c'est quoi le but des plateformes, un point qui est super important lorsqu'on parle de leur impact sur notre bien-être. Les boutons qu'ils mettent à notre disposition qui peuvent aussi avoir un impact sur notre bien-être, sur notre utilisation, puis finalement, comment est-ce que tout cet environnement-là peut jouer sur la perception qu'on a de nous-mêmes et des autres. Je voudrais commencer avec un mythe que je veux briser direct en partant, qui est les technologies sont neutres. Ce n'est pas vrai. Désolée de briser vos rêves. Les technologies, elles ne sont pas neutres. Simplement, l'exemple que j'ai mis en droite, qui est un escalier, on se dirait, ben rien de plus banal. Ben oui, il permet à des gens qui ont des jambes puis une mobilité de monter plus haut, mais pour une personne à mobilité réduite, par exemple, ça va limiter son déplacement. Donc, ce n'est pas que les technologies sont mal, mais ça permet certaines choses à des individus, puis ça limite d'autres individus pour les mêmes usages. La photo que vous voyez à gauche, c'est un magnifique et coloré casino. Puis je fais référence à cet établissement-là parce qu'on pourrait dire encore une fois que l'établissement, c'est juste des murs, planchers, rien de politique là-dedans, mais ce n'est pas neutre non plus. On sait que c'est des établissements qui sont faits d'une manière tellement souple et fluide qu'on y reste très, très longtemps. Puis qui dit rester longtemps dans un casino veut dire dépenser. Donc, on va appliquer ce même principe-là aux médias sociaux. Une citation que j'aime beaucoup de Cathy O'Neil, c'est « Algorithms are opinions embedded in code ». Donc, les algorithmes, dans ce cas-ci des plateformes et des médias sociaux, sont des opinions dans du code qui fait les plateformes numériques qu'on connaît. Puis l'opinion dans le cas des médias sociaux et des plateformes, c'est faire de l'argent, faire des sous. Mais ils ne font pas des sous comme un commerce ordinaire avec de la vente de produits, mais avec notre attention. Plus on passe de temps sur une plateforme, plus c'est avantageux pour eux. Ils compilent des données qu'ils vont pouvoir revendre, comme Aude l'a dit au début de sa présentation, et aussi ils vont pouvoir charger plus cher pour des gens qui veulent mettre de la publicité sur leur plateforme. Donc, gardons ça en tête que leur objectif aux plateformes, ce n'est pas nécessairement de connecter tout le monde, mais il est économique. Donc là, on pourrait bien dire, ben, ce n'est pas la faute des réseaux sociaux si je me sens mal. Ils ne créent pas de contenu, ces réseaux sociaux-là. Mais en fait, oui, les plateformes, non, elles ne font pas le contenu, mais elles font des choix importants à propos du contenu. Puis là, c'est en bas à droite, ce que je dis, c'est comment est-ce que les photos sont distribuées, comment les gens interagissent ensemble, est-ce que c'est en face à face, est-ce que c'est comme avec Snapchat et des photos, est-ce que c'est seulement textuel, et aussi, c'est quoi les actions qui sont possibles, puis les actions qui sont limitées, comme on repense à l'escalier. Donc, par ça, il va y avoir plein d'opportunités, mais il va aussi avoir des choses qui peuvent limiter notre bien-être. On tombe au deuxième point que je veux aborder, qui sont les boutons qui incitent. Vous avez compris que les boutons, je ne parlais pas genre de l'acné qu'on a à 14 ans, ou parfois, mais plutôt de tout ce qui est dans l'interface d'une plateforme qui nous incite à poser certains gestes. Puis pour ça, je vous présente un concept socio-technique des sciences sociales et de la conception technique qui est l'affordance. L'affordance, c'est un lien, si vous voulez, entre un environnement numérique ou physique, puis les personnes qui l'observent, comme la tasse qu'on peut voir ici. Une affordance, ça serait l'anse. Parce que, oui, on peut saisir la tasse comme ça, mais l'anse, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est « Attention, c'est chaud, prends-moi par ici ». Même chose pour, mettons, ma bouteille d'eau ici. Je peux bien être un peu désorientée puis boire du côté que je veux, mais il y a une affordance ici qui est le bouchon que je comprends quand j'y touche que, OK, c'est pas juste un cap, il faut vraiment que je dévisse. Il y a du ASMR dans ma présentation. Donc, ces boutons-là, ils servent l'objectif économique des plateformes qu'on a dit qui est de garder notre attention. Fait qu'on peut penser à YouTube avec
l'autoplay. Donc, le fait que les vidéos suivent automatiquement. Netflix a le même mécanisme. Qu'est-ce que ces mécanismes-là, ils font? C'est de garder notre attention longtemps sur les plateformes pour un point économique. TikTok, comment ils gardent notre attention? Un des moyens, ça va être d'être en plein écran et de couper l'heure. Donc, quand on regarde des vidéos sur TikTok, on ne voit pas le temps passer, puis on est un petit peu déconnecté, puis on est comme « Oh mon Dieu, il s'est passé une demi-heure, je voulais juste passer 10 minutes là-dessus, j'ai perdu un peu la notion du temps. » Même chose pour le Infinite Scroll, qui est une manière dont l'interface est faite qui nous met dans un état de flow où est-ce qu'on ne se pose pas trop de questions, il n'y a pas d'arrêt, sauf si votre téléphone vous dit qu'il vous resterait 20% de batterie. Il y a aussi, là, pour faire le lien avec la santé, la fameuse Apple Watch qui va vous rappeler, par exemple, êtes-vous arrivé à vos objectifs, qui va nous inciter à l'utiliser et finalement les fameuses notifications. Ces mécanismes-là qui sont en fait mis en place pour garder notre attention et éventuellement faire du profit, bien, elles vont affecter un peu le regard qu'on peut avoir sur soi ou sur les autres. On va savoir le nombre de likes qu'une photo attire. On va savoir qu'une personne, lorsqu'on va sur son profil, elle a de l'air legit parce qu'elle a un verified account. Elle est vérifiée, donc OK, ça c'est une petite affordance qui me dit que ça, c'est une personne que je peux croire. Puis elle a beaucoup d'abonnés, donc c'est pas louche, elle est populaire. Même chose pour Strava. Je vais avoir des données pour juger mes amis. Haha, je l'ai battu avec telle distance. Strava, qui est une application d'activité physique là, qui calcule nos rendements, puis où on peut voir le rendement aussi des personnes de notre entourage. Donc ça, c'est tous des indicatifs qui ne sont pas à prendre à la légère. Moi, je suis en train de vous dire que si votre crush du moment, il a liké toutes les photos de votre ami un soir à 1h du matin, vous avez le droit de trouver ça louche. Toutes ces petites actions-là ne sont pas à prendre à la légère. Puis ce que ça peut avoir comme impact sur notre bien-être, comme je le disais, c'est changer un peu des fois la perception qu'on a de soi ou des autres. On va appeler ça de la datafication du soi. C'est qu'on porte un regard sur nous qui n'est pas juste basé sur les comportements qu'on a au quotidien, sur nos valeurs, mais aussi sur les chiffres que ces plateformes-là mettent à notre disposition pour garder nos gestes. Comme si je mets une photo de moi dans le bois puis un selfie de moi, que mon selfie, j'ai eu 80 likes, puis que la photo dans le bois, j'ai eu 40 likes, ce que je comprends, c'est que les gens s'engagent plus avec mon contenu quand c'est ma face. Après, il y a plein d'interprétations qu'on peut faire. Je peux être indifférente totalement à ça, mais en même temps, je peux me dire, OK, ils ont liké ma face, vous allez la voir ma face, puis je vais publier plein de selfies. Donc là, c'est pour ça que je fais un « oh » ici, attention, pour pas que sur les réseaux sociaux, nos gestes deviennent de motivation extrinsèque, donc nos motivations viennent de l'extérieur au lieu de l'intérieur. Et finalement, il y a aussi, ça peut entraîner aussi de la comparaison sociale parce que des standards de, mettons, de 50 likes chez tes amis, puis toi, tu n'arrives pas à atteindre ça, fait que tu peux te dire que tu as une moins bonne valeur. Des données à propos des autres aussi. On peut porter un regard différent sur les gens s'ils n'ont pas des belles qualités de photos. Si quelqu'un n'a aucune photo sur son profil Facebook puis que sa photo de profil, c'est un petit chien, peut-être qu'on va trouver ça louche. Donc, c'est des genres d'indicateurs qui sont mis à notre disposition pour alimenter la plateforme qui a un impact sur notre bien-être. Ici, je vais vous les mettre en rafale. C'est 4 situations concrètes où il y a des chiffres, la plateforme nous propose des choses puis que ça peut avoir un super bon impact sur notre bien-être pour quelqu'un puis un très mauvais pour quelqu'un d'autre. La story, en voyant qu'il y a des gens qui l'ont vu, je peux me dire « Yes, mon message a été porté ». Mais je peux aussi me dire « En ce moment, j'ai besoin de validation sociale puis j'ai besoin d'être vue ». Puis là, tu vas combler ça avec des gens. Je peux regarder les résultats de ma journée d'hier qui était très sédentaire sur ma Apple Watch puis me sentir coupable. Dire hey, j'ai pas assez marché. Finalement, je pensais que j'avais passé une bonne journée, mais c'était pas une bonne journée. J'ai passé 10 heures au lit, c'est énorme. Ou je peux me dire je comprends mieux mon corps. J'avais un peu mal au ventre, ça doit être mon ovulation. Donc, il y a 2 manières, il y a tout le temps 2 côtés à la médaille. Puis aussi, lorsque les plateformes de médias sociaux vont mettre à notre disposition, par exemple, les dernières personnes avec qui vous avez parlé. Mais je pourrais me dire, c'est génial, ça me fait penser à parler à Alexandra, ça me fait penser à parler à Nico. Mais en fait, moi, je travaille sur Messenger. Donc, Facebook m'incite à parler pas nécessairement des gens à qui je veux parler. Donc, ça, c'est une autre manière qui peut être positive comme négative. Puis lorsqu'on veut aller mieux, parce qu'on remarque, par exemple, qu'il y aurait beaucoup de trucs négatifs avec tout ce qu'on voit ici,
on Google comment bien utiliser les médias sociaux, puis ce qu'on voit, c'est toutes des méthodes pour avoir une entreprise, pour avoir plus de likes, puis pour finalement encore plus nous encourager à répondre à ces critères-là de données puis de chiffres. Il faut faire très attention. Moi, ce que je vous dis pour aller bien, c'est que nos sensibilités dans notre vie en général vont être reflétées sur notre utilisation des médias sociaux. Donc, se conscientiser par rapport à l'objectif des plateformes, de ne pas oublier que s'il y a des likes, etc., c'est à cause d'un modèle économique. Connaître ses forces et nos faiblesses. Moi, si j'ai une faiblesse avec mon corps, puis que je sais que pour l'été, ça m'angoisse un peu d'être mince, bien, peut-être de savoir que c'est peut-être d'être exposé à ces genres de photos-là qui vont m'affecter. Puis continuer de valoriser les interactions sociales à l'extérieur des réseaux sociaux. Donc, finalement, en résumé, parce que les plateformes veulent faire du profit, elles sont structurées d'une certaine manière où il y a des boutons puis des statistiques qui incitent certains comportements, puis ça peut teinter le regard qu'on porte sur nous-mêmes puis sur les autres. Donc, c'est important de garder notre autodétermination sur notre valeur, puis de ne pas laisser les plateformes, finalement, qui répondent à un modèle économique capitaliste, décider si on est digne ou pas. Donc voilà, c'était mon sprint. Donc, merci pour la présentation, Emmanuel. Écoute, tu as bien fait ça. Je pense que tu as vraiment capté notre attention pendant 10 minutes. Tu as fait compétition à beaucoup de choses, je pense, en plus en étant sur Zoom. On a une première question de Frédéric Tremblay. Que pensez-vous du changement décidé par Instagram à propos de la dissimulation du nombre de likes sur les photos des autres pour éviter les mécanismes de comparaison malsaine? C'est une excellente question. Pour vrai, c'est un cas aussi que j'ai étudié. Puis ce que j'en pense, c'est sûr que dans la conférence de presse, lorsque Instagram a déclaré qu'il allait retirer le nombre de likes, qui en passant, si vous avez un Instagram business, vous pouvez quand même voir le nombre de likes. Si vous allez sur l'ordinateur, vous pouvez quand même le voir. C'est juste que ce n'est pas dans le feed lorsqu'on scrolle. Mais lorsque Instagram a fait ça, ils ont dit que c'était pour les jeunes spécifiquement, puis pour avoir plus de publications qui sont centrées sur les intérêts des jeunes, puis pas sur la rétroaction de l'extérieur. Il y a beaucoup d'experts. On ne saura pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Instagram parce que, bon, c'est assez opaque leur processus décisionnel, puis on peut juste faire confiance à ce qu'ils ont dit. Mais il y a beaucoup d'experts qui ont dit « Attends, là, il y a quelque chose d'économique derrière ça, puis il y a une hypothèse que je trouve très intéressante qui était que la valeur du like diminue. » Comme par exemple, des influenceurs, des pages qui vont dire, ben, mettons, Bistro Brain dit, on veut collaborer veut faire une demande de subvention. Ils vont dire, ben, nous, on a tant de likes sur nos publications, puis on a tant d'abonnements. Ça avait une valeur monétaire. Mais ce que Instagram s'est rendu compte, c'est que tu pouvais acheter des likes, une organisation. Fait que le like, on avait de moins en moins confiance en cette valeur-là, finalement. Donc, eux, ils ont peut-être pris cette opportunité-là pour dire qu'ils s'occupaient des gens et de leur bien-être. Mais ceci étant dit, je crois quand même que les réseaux sociaux, même s'ils répondent à un modèle économique, ils peuvent avoir une conscience de notre bien-être puis faire des initiatives en ce sens-là. Merci. On a une deuxième question. Que penses-tu du documentaire de Social Dilemma? Est-ce que c'est une représentation juste de la réalité ou bien une exagération? C'est une excellente question parce que, bon, c'était trending numéro 2 sur Netflix, là, il y a comme quelques temps. Qu'est-ce que j'en pense? Je suis contente qu'on parle de ce sujet-là, de toute évidence. Après, tout ce qui se dit sur le modèle économique, comment ça fonctionne, comment nos données sont compilées, comment est-ce que les algorithmes et les recommandations s'adaptent à notre utilisation, excellent, 100%. On utilise tous ces outils-là, puis on ne sait pas trop comment ils marchent, bravo. Pour toute la partie il y a un scénario avec une famille puis des adolescents, puis il y a un adolescent qui va devenir comme complotiste, etc. Ça, malheureusement, moi, je trouvais que c'était beaucoup de dramatique. Puis on arrivait un peu dans la panique morale, là, de comme, mon Dieu, les jeunes, que va-t-il arriver avec la désinformation? J'ai moins accroché à ça. Les ados à qui je parle dans les écoles aussi ont moins accroché à ça. Ça faisait moins prendre au sérieux le documentaire. Et finalement, ma plus grande critique pour ce documentaire-là, c'est qu'on le termine, puis on se dit, OK, ça va mal, qu'est-ce que je fais?
puis on n'a pas vraiment d'outils. On dirait que la solution, c'est comme de bannir les médias sociaux, alors qu'ils sont quand même dans nos vies, puis il faut apprendre à vivre avec. Merci pour ta réponse en plusieurs volets. On a une troisième question qui vient de s'ajouter. Existe-t-il des solutions interventions afin de réduire les effets possibles des médias sociaux, manque de relations interpersonnelles, troubles de personnalité, problèmes de communication? Une question qui vient de Vincent Gosselin-Boucher. Mais il y a peu de solutions en intervention. Tu sais, comme moi, pour la Fondation Ciel où je travaille, on est en sensibilisation puis prévention. Donc, on donne des ateliers dans les écoles secondaires, puis on fait de la sensibilisation avec du contenu sur nos plateformes. Mais au niveau de l'intervention, tu as quelques maisons de... En tout cas, comme on dit, des maisons qui vont traiter pour dépendance, là, si tu veux faire comme des personnes qui reconnaissent la cyberdépendance où tu peux faire une détox. Ça se peut. Après... Il n'y en a pas beaucoup. Les organismes de santé publique vont quand même s'intéresser, ils vont faire des recommandations sur le temps d'écran, etc. Mais moi, j'ai pour dire que les problèmes comme le manque de relations interpersonnelles, les troubles de personnalité, il faut continuer de les utiliser à part. Parce que souvent, ce qu'on remarque, c'est que les sensibilités qu'on a personnellement, ils se reflètent sur les médias sociaux, mais la manière de les traiter peut rester les mêmes quand même. Mais je ne suis pas en intervention sociale, là, fait que ma réponse est assez limitée. D'accord, merci. Je pense qu'on a encore le temps pour une dernière question. Cette fois-ci, ça vient de Yann Bertrand. Si on se fie à la présentation précédente, les motivations extrinsèques peuvent nous forcer à faire une activité physique. Est-ce que ce type de pression peut avoir plus de bien que de mal? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore une fois, ce qui est vraiment difficile avec le numérique, c'est que c'est pas one fits all. Il y a des personnes là, qui ont des troubles alimentaires qui vont fuir les balances pour pas avoir de chiffres sur leur balance. Puis ça devient quelque chose de très, très sérieux lorsqu'ils vont chez le médecin, la médecin, puis qu'il faut qu'ils prennent leur poids parce qu'ils fuient les chiffres, parce que il y a une obsession qui entoure ça. Évidemment, pour ces personnes-là, Strava, les applications comme ça, c'est pas la solution. Pour d'autres individus, bien sûr que ça peut aider. Si tu ne veux pas te sentir coupable, puis que tu fais ton activité avec une amie, puis que le fait de voir ta progression t'aide, puis te fait prendre conscience, puis te donne le goût de te dépasser, let's go dans tes motivations extrinsèques, puis ça va répondre à quelque part à un besoin que tu as à l'intérieur qui est intrinsèque. Je pense que les deux sont possibles. D'accord, merci. Je pense que c'est tout le temps qu'on avait pour les questions. Donc, je redonne la parole à Célia.